Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour 45 minutes de talk show sur Nana FM. Au micro, je suis Émile Sanvi. La décision appartient au chef de l'État, mais depuis plus d'un mois, après la démission du gouvernement Dogbe, aucune annonce ni sur la prochaine équipe, ni sur le nom de celui ou celle qui tiendra ses rênes. Au sein de l'opinion, les commentaires vont bon train, les interrogations aussi. Qui pour succéder à Victoire Dogbe au poste de Premier ministre et quel gouvernement pour relever les défis actuels et futurs? Nous abordons le sujet ce matin et tenterons d'apporter des éléments de réponse aux préoccupations des uns et des autres. Et ce sera avec le politologue essayiste El Hadj Mohamed Madi Diabakate. Et vous aussi qui nous écoutez, le 91 09 71 71 et le 96 61 58 58 sont à votre disposition pour animer le débat avec nous. Bienvenue dans le débat de Nana FM. El Hadj Mohamed Madi Diabakate, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre emploi du temps chargé. Effectivement, c'est pas patriotisme, sinon à 7 heures, je suis au lit. Alors, en poste depuis septembre 2020, c'est seulement en mai dernier que la première ministre Dogbe a rendu son tablier. Alors tout d'abord, pour vous, quels ont été les points forts du gouvernement Dogbe en près de 4 ans de fonction? Bon, peut-être difficile à dire dans la mesure où quand vous avez la même équipe en place sur plus d'une décennie, 2 décennies, c'est difficile de dégager les priorités parce que, quoi qu'on dise, on avait un Premier ministre, mais tout se faisait sur instruction du chef de l'État. Donc, je vais peut-être faire mon analyse en restant dans la même logique de la continuité de l'État. Et très rapidement, je dirais, l'une des premières réalités à laquelle ce gouvernement a été confronté a été la crise du Covid-19. Et je pense que dans ce dossier, des efforts ont certes été faits, mais également beaucoup de plaintes, beaucoup de déceptions par rapport à la gestion globale du dossier relatif au Covid-19. Mais sur le fond, on peut dire que le Togo, tout comme d'autres pays, ont échappé à la crise qui était prédite par la plupart des observateurs. Du fait que d'abord, on avait un plateau technique qui ne permettait pas de prendre en charge les cas les plus critiques. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'après le Covid-19, notre système sanitaire a réellement évolué? Je dirais non, parce que nous sommes restés toujours avec les mêmes gaps, les mêmes lacunes. Et même si dans le secteur de la santé, aujourd'hui, on dit qu'il y a des efforts qui sont faits, je pense que ces efforts ne sont pas accessibles à tout le monde. On a vu le temps qu'il a fallu pour construire cet hôpital de référence et on sait qui peut avoir accès aujourd'hui à cet hôpital de référence. Ce n'est pas le Togolais lambda, ce n'est pas le Togolais électeur qui peut avoir accès à cet hôpital de référence. Vous prenez l'hôpital public en général. J'ai vu la dernière fois des médias faire un reportage et tout le monde s'est indigné en disant qu'il prêchait du faux. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas accepter ce qui se passe dans nos hôpitaux aujourd'hui. Et je dis, des fois, nous apprécions, nous supportons le fait que le personnel hospitalier fasse des grèves, mais je pense aussi qu'il y a une réalité à laquelle il faut les rappeler. C'est le principe de responsabilité, parce que ce qui concerne l'accueil du patient, l'accueil du client, le service, en réalité, il fait défaut. Et c'est comme si finalement, tous ces gens découragent les gens dans le service public pour que les gens se retrouvent dans les cliniques privées. Donc, dans le secteur de la santé, en termes de couverture aussi, je pense qu'il y a beaucoup à dire parce que même si vous voyez des structures sanitaires qui sont ouvertes ça et là, le personnel fait défaut. C'est très criant. Nous n'avons pas le personnel. Et beaucoup de gens préfèrent même se mettre à leur propre compte parce qu'ils trouvent que c'est plus intéressant que de travailler pour le service public. Quand je prends un secteur comme celui des droits de l'homme, c'est l'un des secteurs où je pense que j'ai beaucoup de regrets et de tristesse parce que ça n'a pas essentiellement évolué. On a plus fait face au rétrécissement de l'espace public. Vous savez, des Togolais sont surpris de m'entendre même parler comme ça parce qu'ils se disent, mais lui là, c'est un fou, bien il se croit où? Après, il risque de la fermer parce que les gens sont arrivés à un niveau où tout est étouffé. Le Togolais n'arrive même plus à s'exprimer. Non seulement les gens n'ont pas été en mesure
durant tout ce temps, que ce soit sous le ministre Boukbessi ou aujourd'hui sous le colonel Awate, a fait des manifestations publiques. Même dans le monde numérique où certains se sont réfugiés pour pouvoir s'exprimer, le problème, il est toujours là. Et dans tout ça, je ne vous fais pas cadeau de tout ce qu'on considère aujourd'hui comme des prisonniers d'opinion ou des prisonniers politiques ou des gens qui sont aujourd'hui en détention et qui n'ont pas droit à la justice. Donc, tout cela pris en gros, on a beau écrire de beaux textes, si on est incapable de l'appliquer. Si le Togolais, aujourd'hui, sous tout ce qui s'est passé, que ce soit avec l'ancien ministre de la Justice ou l'actuel, n'est pas en mesure de croire aux institutions. Aujourd'hui, quand tu vas à la justice, tu as plutôt l'impression que tu es dans un starting block où il faut décaisser. Donc, je pense qu'il y a plusieurs points où, à mon avis, les attentes sont élevées, mais les réalisations sont carrément dans le statu quo. Rien n'a évolué essentiellement. Je prends l'urbanisme et le foncier. Qu'est-ce qu'on a essentiellement aujourd'hui? Rien. C'est toujours lié à la justice, mais c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, à Lomé, on a l'impression que c'est un gros village, que tout le monde essaie de faire des extensions et l'accès, la mobilité est aujourd'hui un réel problème. Quand vous quittez le tarmac, toutes les autres zones, rien n'est fait. Et aujourd'hui, vous avez dans des quartiers où les gens évitent même d'aller juste parce que la voie n'est pas praticable. Tout le Grand Lomé est devenu un certain Lomnava. Si quelqu'un ne tient pas à toi, il n'ira pas chez toi. Donc, on a déjà ce problème essentiellement. Et il n'y a pas un plan d'urbanisation. Il n'y a pas un plan d'urbanisation très clair. Et aussi, vous savez, moi, il y a des dossiers sur lesquels j'attendais beaucoup. Vous voyez, vous êtes dans un quartier où on appelait la façade opposée réserve. Aujourd'hui, toute cette réserve a disparu et s'est retrouvée entre les mains des privés. Alors qu'au début, ces réserves devaient servir d'espace pour pouvoir mettre en place des projets sociaux, pour pouvoir mettre en place des infrastructures sociales. Aujourd'hui, on n'en a pratiquement pas. Et la plupart des ministres qui se sont succédés aussi à ce ministère n'ont pas fait ce travail parce que c'était des réserves connues du cadastre et je ne sais pas comment est-ce qu'aujourd'hui des gens peuvent s'installer dans ces réserves et on les prend pour acquis et on va de l'avant. Sur l'aspect sécurité, oui, on peut dire dans une certaine mesure que les incidents de sécurité ordinaire ont beaucoup réduit, mais nous connaissons aujourd'hui qu'il y a une menace plus substantielle qui est liée au terrorisme, qui se passe plus dans la région septentrionale, dans les savanes, et qui, je pense, continue par affecter. C'est vrai que le gouvernement a fait des efforts dans ce sens, mais je reste convaincu que la réponse militaire n'est pas la réponse automatique. Il faut que cette réponse militaire soit couplée avec d'autres réponses. Et tant que les gens n'auront pas cette liberté d'expression, les gens n'auront pas cette liberté d'opinion, il faut être sûr que des gens resteront frustrés ou qu'ils se retrouvent. Je prends l'énergie. Je ne sais pas comment vous vous débrouillez ici, mais hier, moi, à la maison, j'ai subi les coupures au moins 3 fois. Et pourtant, je paye à la fin du mois. Et pourtant, la facture ne fait que augmenter. Mais ce qu'on a constaté, c'est que ce secteur stratégique a été laissé pour compte. D'abord, le ministère a été un peu désossé, rattaché à la présidence, mais je ne vois pas en réalité l'intérêt ou la vision qui se trouve dedans. Parce que déjà, aujourd'hui, il y a un point saillant. Nos aînés ont mis en place ce qu'on appelait la CEB. Et depuis, avec le gouvernement Dogbe, on a plutôt entendu qu'on va vers la disparition de la CEB. Et de l'autre côté, ça fait que chaque pays maintenant, Togo, Bénin, chacun se débrouille de par ses propres moyens pour aller. Deuxième chose, la distribution de l'énergie, l'acquisition d'abord. Il y a eu un monopole exclusif et un montage financier qu'il faut comprendre aujourd'hui. Tout à l'heure, au journal, vous parlez de Apluchia. Je voudrais qu'ils soient plus sérieux dans ce qu'ils font. Quand vous prenez Contour Gobla, ce contrat-là, vous comprendrez que d'abord, c'est nous qui payons pour produire l'énergie. Et les gens nous fixent un prix auquel on doit l'acheter. Et on doit acheter chez eux avant d'aller acheter ailleurs. Ce qui fait d'abord qu'on a un réel problème en termes d'approvisionnement. Secondo, les partenaires classiques, le Ghana, le Nigeria,
ils ont une population qui augmente. Ça veut dire qu'ils ont des besoins qu'ils doivent gérer chez eux. Mais qu'est-ce qu'on a fait en réalité? Quelqu'un me dira aujourd'hui qu'on parle de système solaire. Oui, c'est beau, mais comprenons aussi certaines subtilités. Quand vous parlez de système solaire, vous comprenez que le système solaire ne fonctionne que de jour. Alors que l'énergie, nous en avons besoin le plus souvent de nuit. C'est la nuit que tout le monde est dans son ménage, son foyer et autres. On a un projet qui est resté morné, le barrage d'Adjarallah, que le Togo et le Bénin étaient censés faire depuis des années, dont les travaux ont même commencé, mais avec cette décision des ministres de mettre fin à la CEB, ces travaux ont stoppé. Donc, ça veut dire aussi que c'est un secteur où, malheureusement, on a l'impression qu'on retourne vers les vieux démons. Et de l'autre côté, aujourd'hui, la distribution de l'énergie, selon les textes, cela peut être externalisé, donné à d'autres opérateurs privés. Mais malheureusement, on continue par le confisquer au profit de la société. Il y a donc un gros défi dans ce secteur. Il y a un gros défi dans ce secteur. Les mines, je ne vous ferai pas de cadeau sur ça aussi, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le secteur minier, les permis d'exploitation, les concessions sont donnés à qui? Rien que des étrangers. Vous ne me direz pas qu'il n'y a pas des Togolais en mesure... Non, même pas. C'est-à-dire des Togolais peuvent normalement bénéficier de mesures préférentielles pour avoir ces permis d'exploitation. Parce que quand vous prenez un permis d'exploitation... les compétences existent. Bien sûr, puisque après tous ces gens emploient des Togolais. Quand vous prenez un permis d'exploitation, c'est avec ces agréments-là que vous allez chercher les financements. Donc ce n'est pas que ces gens amènent de l'argent en réalité, non. Donc je pense qu'on peut essayer de revoir comment est-ce que tout cela peut être fait. Aujourd'hui, phosphate, ce secteur un peu aussi resté opaque. Et stratégiquement, le phosphate en lien avec l'agriculture. J'ai appris que des efforts sont en cours pour voir comment est-ce qu'on peut produire de l'engrais au Togo. Mais ça a également pris du temps. Donc, désolé d'être aussi cru, je dirais que mes attentes vis-à-vis du gouvernement ne sont pas comblées. Le gouvernement est resté dans une logique de gestion de routine et de réaction sporadique face à des situations. Mais quand on parle de planification stratégique, voilà un ministère aussi, on ne sait plus où il se trouve. Tantôt, on pense qu'il est là-bas, tantôt on le trouve au secrétariat général de la présidence, tantôt au ministère de l'économie. On ne sait réellement où se trouvent les services techniques de ce ministère. Et tout porte à croire que depuis que nous avons eu le PND, qui déjà est lettre morte, nous n'avons pas appris des documents précédents qui ont été mis en place. Donc pour moi, aujourd'hui, il faut qu'on soit conséquent envers nous-mêmes. Il faut qu'on puisse avoir un gouvernement qui puisse se projeter et faire des réalisations concrètes. Il y a du chemin à faire. Il y a du chemin. J'attends toujours les 1000 terrains que Fora a promis en 2005. Je ne les ai pas vus. Alors, tout de même, au sein du gouvernement sortant, on a vu quand même des actions de... Non, je pense que vous voulez parler du ministre de l'enseignement. De certains ministres qui ont été très visibles. Non. Au même moment, il y a d'autres qui ont été... Non. Vous savez, le problème, ce n'est pas être visible, ce n'est pas écrit des communiqués à tour de bras, non. Quand vous êtes un ministre, vous êtes appelé à gérer des humains, vous êtes appelé à avoir une vision stratégique. Vous ne faites pas dans le micro-management, vous êtes dans le macro, vous définissez des approches. Et malheureusement, c'est vrai, aujourd'hui, d'aucuns diront qu'il y a eu des réformes ça et là, mais moi je ne les vois pas en tant que telles. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, quand je prends l'école publique, aujourd'hui, la plupart de nos écoles n'ont pas la capacité pour accueillir les populations environnantes. Ce sont des réalités. On présentera des réalisations qui sont en cours. Mais est-ce que ces réalisations viennent combler un gap ou bien viennent en appui à quelque chose qui est déjà circonscrit? Ce que je dis non, parce qu'aujourd'hui, on a vu que dans le secteur de l'éducation, bien que des efforts soient faits, on ne peut pas les apprécier parce que le gouffre était assez grand. Et le beau côté, non seulement au-delà de ce qu'on appelle la continuité de l'État, c'est que c'est la même équipe qui a géré ce pays durant les 20 dernières années. Donc on ne peut même pas reprocher à un ancien gouvernement d'avoir créé un gap que les gens sont venus redresser. Voilà. Donc, quand vous allez aujourd'hui dans certains ministères clés, comme l'enseignement supérieur, on a aussi vu que tout a consisté plutôt à museler l'universitaire.
à menacer. Je ne pense pas que ce soit des actions visibles. Alors malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps pour entrer dans les moindres détails. Alors, face à ces gros défis que vous avez énumérés tout à l'heure, quel sera, selon vous, le profil du prochain Premier ministre? Alors, je vais rester dans la réalité togolaise. Donc, le contexte obligeant, je vais parler du prochain président du Conseil des ministres, si on tient compte de la révision constitutionnelle opérée. Alors, vous savez... Pour l'instant, on est en phase transitoire jusqu'à... Non, transitoire ou pas... mandat du président. Non, transitoire ou pas, la dite constitution dit que ces institutions doivent être mises en place progressivement. Donc, ça n'a rien à voir avec l'élection du président, mais on peut aujourd'hui avoir le président du Conseil des ministres en se basant simplement sur l'Assemblée nationale qui est déjà mise en place. Voilà. Donc, disons que aujourd'hui, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dirige un pays, on a une vision, on a un amour pour ce pays. On se projette, on a envie de léguer quelque chose à la postérité. Et c'est pour ça qu'on se bat. Ce qui veut dire que aujourd'hui, on attend ce type de dirigeants. Pas des dirigeants répressifs, mais des dirigeants qui peuvent nous aider à rêver ensemble pour ce Togo. Je ne parle pas de la démagogie, je parle de vrais rêves. Des rêves pour dire que à l'horizon tel, le Togo doit pouvoir être en mesure d'être une référence dans tel domaine. Le Togo doit pouvoir être dans tel domaine. C'est ce genre de choses qu'on essaie de projeter. Vous voyez. Donc, ça veut dire que ce soit le président du Conseil des ministres, que ce soit les ministres, il faut d'abord un peu d'éthique, parce que la gestion de la chose publique le demande. Comprendre que être un ministre, c'est être un serviteur. Ce n'est pas se servir, c'est être un serviteur. Et donc, il y a plusieurs valeurs morales qu'il faut espérer. Et vous savez, aujourd'hui, beaucoup de Togolais sont dans tout ce qu'ils font, ou bien beaucoup de Togolais sont déçus parce qu'ils ne voient pas d'exemple devant. On voit des scandales, on attend des scandales, il n'y a jamais de commission d'enquête. C'est ceux qui sont accusés, qui arrêtent les gens, qui les accusent, qui les enferment. Après, on leur demande pardon. Et ces gens sont d'ailleurs promus. Dans un tel contexte, il est évident que le Togolais lambda ne voit pas les valeurs méritantes là-bas. Est-ce que vous voyez quand même, parmi les personnalités actuelles, le profil, ce profil recherché? Non, il faut faire preuve de cécité en voulant parler de profil. Nous savons tous, au thème de la Constitution qui est en transit, que c'est le président du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Et on connaît tous qui est le président du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est Faure Gnassingbé. Personnellement, je pense qu'il a essayé, mais il n'a pas satisfait les Togolais depuis presque 20 ans. Normalement, on aurait bien voulu voir autre. Mais puisque c'est son parti qui s'est approprié la part le gigot, bon, ça c'est leur cuisine interne. Mais si on veut vraiment changer ce pays, je pense que la première des choses, c'est envoyer beaucoup de gens soit au garage, soit en prison, parce qu'il y a beaucoup trop de dossiers qui accompagnent beaucoup de nos ministres et il faut y mettre de l'ordre. Et donc pour le gouvernement à venir, est-ce qu'il faut des technocrates ou des politiques, vous savez, pour relever les défis? Le problème dans le contexte togolais, c'est qu'on a vu que ceux qui sont arrivés dans nos gouvernements comme technocrates ont fini par devenir militants. On a entendu parler des convives. On a vu Humbo qui est arrivé ici comme technocrate, qui est devenu militant de Parti Uni. Donc, objectivement, pour relever les défis actuels. Ce n'est pas forcément une question de technocrate. Vous savez, le leadership, un ministre est un leader d'un domaine, d'un secteur donné. Et à ce titre, c'est avoir une vision, bien sûr, avoir les compétences, mais savoir comment est-ce qu'on peut gérer les individus de son secteur. Donc, je ne veux pas aussi les technocrates carrés qui réfléchissent seulement sur des textes ou bien qui pensent que A plus A donne B et ça s'arrête là. Non. Il faut un peu d'humanisme, il faut de la connaissance, de la technicité et se faire entourer des personnes
compétentes qui peuvent permettre de mettre en œuvre la vision. C'est ça. Alors, vous permettez, on va marquer une pause et juste après, on sera suspendu aux lèvres de nos auditeurs qui ont certainement des choses à dire sur le sujet du jour. Sur le 91 09 71 71 ou le 96. Qui, pour succéder à Victoire Dogbe au poste de Premier ministre, et quel gouvernement pour relever les défis actuels et futurs? C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et nous en parlons avec Madi Diabakate Mohamed. Il est politologue, essayiste. Et dès à présent, l'antenne est à vous. 91 09 71 71 96 61 58 58. Nous avons le premier auditeur en ligne. Nous le prenons d'Anna FM. Allô? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Pélé. Pélé, bienvenue dans le débat. Ok. Le professeur, bonjour. Bonjour Pelé. Vraiment, le thème est un peu souriant, mais on va faire avec. Et même si ce thème-là, on pose ça à ceux des jeunes qui ont, ou des enfants qui ont 19 ans, parce que faut y a tous les pouvoirs. Et les élections passées, l'enfant qui est né 2005-2006 a voté. Vous voyez? Maintenant, le défi, quel défi relevé, je pense que c'est alternance. Il faut l'alternance. L'alternance. C'est un défi très simple. Maintenant, tout au monde pose des questions. Comme l'a dit le professeur tout à l'heure, dans tous les secteurs, il n'y a que des blocages. Maintenant, qu'est-ce qui bloque son activité et qui ne gouverne pas? Qu'est-ce qui les bloque? Est-ce que, vous regardez comment, depuis 2005, l'Assemblée qui était là, avant qu'il a quitté sa maison pour prendre le pouvoir, cette Assemblée-là était monopolaire, rien que du RTP. Jusqu'à présent, toutes les assemblées qui sont là aujourd'hui sont à sa faveur. La Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la HAC, tout est à sa faveur. Sauf que, si nous prenions en 2005, la primature était gérée par un opposant, personnel et des photos, qui a créé un gouvernement tampon, et en 2006, par un opposant. Et à partir de là, quand il y a la reprise de la coopération, à partir de 2010, c'est fini. Donc c'est pour dire que la tendance au niveau de des partis politiques, c'est ça qui est nécessaire. C'est la question que les gens se posent. Est-ce que c'est pas méchanceté ou bien c'est pas les compétences des Togolais qui sont là-bas? Si nous voyons aujourd'hui Patrice Talon qui est arrivé, qui fait 8 ans, et Fon Yacine qui a fait 20 ans, et qui est l'héritier même de Yacine et Adema qui a fait 38 ans, à voir 60 ans, pour une famille et qui ne gouverne pas bien. Mais c'est un laissant désiré. Merci, monsieur Pelé. On vous aura compris. Tout se résume, selon vous, à l'alternance. Merci d'être intervenu dans le débat. Alors, nous prenons le prochain auditeur avant de revenir. Nana FM, allô, bonjour. Bonjour. Madame Essi, bienvenue dans le débat. Oui, on en rit aux larmes, quoi. Avec le développement de notre frère. Voilà. Les voleurs sont dénoncés, c'est les voleurs qui enferment, qui sont enfermés, à qui on demande pardon, et puis tout le reste. Si bien sûr tout est suranné, tout est démodé dans le pays, les gens s'accrochent, vaille que vaille, au pouvoir, la République, quoi. Ils ont braqué la République en juif, en développement, et on est tous dedans. La CDA aussi, qui n'existe plus, qui n'est plus là. Et puis, avec tout ce qu'on vit ici, 1963, 90, 98, 2005, si bien que les gens nous disent qu'on n'a pas droit à l'alternance et à la démocratie. Oui, Madame Essi, vous voyez qui pour occuper le poste de Premier ministre? Le Premier ministre au Togo, mais on doit alterner. C'est-à-dire, attends, comment on dit ça? Et même le régime est bloqué, quoi. Il doit démissionner cette semaine, la semaine prochaine, par exemple. Ça doit passer, quoi. Alors, merci. merci, Madame Essi. Malheureusement, nous avons d'autres auditeurs en ligne. Nous allons prendre le prochain qui se signale, Nana FM, allô, bonjour. Bonjour, le prochain, c'est M. Gado.
Monsieur Gado, bienvenue dans le débat. Oui, bonjour à notre invité. Bonjour. Ma question, c'est sur l'alternance. Si par exemple le président Ford devient président des conseils, c'est de l'alternance ou bien c'est la sortie du pouvoir. Merci, bonne journée. Merci Gado, nous allons prendre le prochain auditeur, Nada FM. Allô, bonjour. Bonjour. C'est Je salue l'invité du jour, c'est M. Félix. Félix, bienvenue dans le débat. Et bon, moi, je dirais que le problème du Togo est tellement grave que, si on le dit, bon, on n'arrive pas à le dire de la manière où ça se passe réellement. Parce que ce que nous vivons au Togo, c'est extrêmement grave. Parce que premièrement, nous n'arrivons pas à manger à notre faim. Deuxièmement, un régime qui a fait dans 2 ans, ça fera 60 ans, sans partage. Et je ne sais pas, il y a quelqu'un qui sont ministres pendant 17 ans, qui ont carrière de ministre. Et je ne sais plus ce qui arrive au Togo, je ne sais plus quoi dire. Mais vous me demandez quel sera le prochain Premier ministre. Le profil du prochain Premier ministre. Non, laisse cette affaire. Le Togolais demande l'alternance. Il faut que l'alternance ait lieu. Que le président de la République actuelle dise que, mes chers amis, mes frères, j'ai fait au moins 20 ans, laissez-moi tranquille. Je m'en vais rester dans mon village pour aider les jeunes démunis. Merci beaucoup. Merci Félix, merci d'être intervenu. Le prochain auditeur, on le prend, Nada FM. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui, allô, bonjour. Bonjour, c'est monsieur Et Max Dadido Gomez. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur Max. La question que vous posez, et je pense que une seule personne au Togo est capable de vous répondre. C'est monsieur le président Faure Gnassingbé. Parce que qu'est-ce que le citoyen lambda peut dire à propos de celui qui va remplacer Madame Togo? Personne. Bon, pour ce qui concerne la gestion en général de mon pays, j'ai l'impression que je compare mon pays à un véhicule, que sa voie de vitesse est bloquée sur la marche arrière, et de temps en temps, ça passe au neutre, mais ça ne passe jamais et en première pour dire que ça va aller en deuxième. Merci, bonne journée. Merci Max, ça ne passe pas à la vitesse supérieure. Avons-nous notre auditeur? Alors nous allons revenir ici pour répondre à nos auditeurs par rapport à leurs préoccupations. Oui. Les interventions tournent pour la plupart autour de l'alternance. Bien évidemment, je pense que chacun, d'une façon ou d'une autre, n'a fait que exprimer sa résignation et sa déception dans une certaine mesure. Et peut-être Gado qui a voulu faire un peu de cynisme en demandant si quitter président de la République pour devenir président du Conseil des ministres, si c'est de l'alternance. Je lui dirais, comme le dirait un prophète, que celui qui pose la question a lui-même la réponse. Parce que bonnet blanc, blanc bonnet, c'est toujours la même chose. Alors, on le sait, l'ancien gouvernement, le gouvernement sortant, comportait au moins 34 ministres. Vous trouvez que cet effectif peut être reconduit ou c'est un effectif pléthorique à diminuer, réduire considérablement? Pour moi, il y a certains ministères qui s'entrecoupent. Et pour être sincère, nous avons combien au Togo pour créer des postes juste pour récompenser des gens? Et on ne voit pas l'efficacité. Parce que à un moment donné, quand vous saucissonnez les ministères, vous ne permettez pas aux services techniques de ces ministères de travailler ou de coordonner leurs efforts. Chacun de son côté veut plaire ou bien veut jouer au ministère le plus actif. Et finalement, les services techniques n'arrivent pas à opérer. Donc, pour moi, il y a des ministères qu'il faut revoir. Les ministères délégués, par exemple? Oui, les ministères délégués, on n'en a pas besoin. Le ministre peut avoir un chargé de mission sur le terrain. On n'a pas besoin d'un ministre délégué pour ce business.
et plusieurs ministères aussi stratégiques. Vous voyez par exemple, pour moi, des ministères comme la sécurité, la défense doivent être mis en un seul. Ensemble. Voilà, des ministères comme l'administration territoriale et puis, comment dit-on, la protection civile, les affaires sociales, on peut voir comment est-ce qu'on les met ensemble. Bon, donc disons de façon simple, on n'a pas besoin de tous ces ministres ou secrétaires d'État. On n'en a réellement pas besoin. Et à côté, vous voyez toujours qu'on a une réplique à la présidence. Les anciens ministres sont tous garés à la présidence avec un conseiller rang de ministre. Vous voyez ce que le Togolais normal contribue à payer pour rien, pour dupliquer les charges. Et donc, ça veut dire même qu'en réalité, il y a deux gouvernements. Il y a le gouvernement officiel qui maintenant se voit en concurrence avec les anciens qui sont à la présidence et qui ne continuent pas à interférer dans leur domaine ou dans leur secteur. Et puis, sérieusement, le Togo, nous sommes combien? Nous sommes 8 millions au maximum. Et ça, c'est la population de certaines villes. On n'a pas besoin de tout ça. Au sein de l'ancien gouvernement, on avait des postes comme ministre secrétaire général du gouvernement, ministre secrétaire général de la présidence. Non, ces postes, par exemple, secrétaire général du gouvernement, ce sont des postes qui existent en réalité et on le met au rang de ministre pour permettre à celui-ci d'avoir l'étoffe de gérer tout ce qui rentre. Le secrétaire général du gouvernement, je le vois le plus souvent comme le technocrate à côté du Premier ministre. Parce que c'est lui qui essaie de voir un peu de façon globale comment est-ce que les ministères vont, comment est-ce que l'action gouvernementale est coordonnée. Et puis c'est la mémoire institutionnelle de tous les gouvernements. Donc le secrétariat général du gouvernement, on en a besoin. Voilà. Maintenant, d'autres postes ronflants comme secrétaire général de la présidence avec rang de ministre, tout ça là, c'est juste une distribution de gâteaux. Le ministre de la promotion de l'investissement, par exemple, on en a besoin. Vous savez, aujourd'hui, il faut se poser les vraies questions. Nous voulons parler de quel investissement? L'investissement extérieur, il y a des conditions qui doivent être réunies pour attirer les investisseurs. Si ces conditions ne sont pas réunies, tout ce que vous voyez ici, ce sont des truands, des mafieux qui cherchent un pays où ils peuvent continuer par opérer. Nous savons tous, par exemple, aujourd'hui, quand on parle de la plateforme industrielle d'Adétikopé, ceux qui sont derrière ce projet, on sait comment est-ce qu'ils sont recherchés en Afrique du Sud. Donc, c'est pour dire qu'il faut régler beaucoup de choses. Il faut que la gouvernance au Togo, il faut que le social retrouve tout son emploi. Quand nous parlons aujourd'hui, je vais vous donner un exemple banal. Vous savez que, par exemple, ministère du Travail, fonction publique, loi sociale, les inspecteurs du travail, vous savez que c'est les gars les plus malchanceux de ce pays. C'est des gars qui n'arrivent même pas à aller sur le terrain. C'est des gars qui n'arrivent pas à défendre le travail. Non, d'abord parce qu'ils n'ont pas de moyens de travail. Toute une direction, je ne vais pas donner des chiffres ici, mais le directeur même sait les chiffres qu'il a, ils n'ont rien. Et c'est des gens qui n'arrivent pas à aller sur le terrain. Vous trouvez beaucoup de Togolais aujourd'hui qui vous disent qu'ils ne comptent pas. Parce que même les investisseurs, ces gens qui ont des sociétés aujourd'hui, ils s'en foutent. Parce que pour eux, ce n'est pas l'inspecteur du travail. Pour eux, c'est quel carnet d'adresse ils ont. Ça se limite là. Donc, je pense que même l'investissement dont nous parlons aujourd'hui au Togo, c'est juste des mafieux qui ont trouvé une base arrière où ils peuvent opérer par complaisance. Maintenant, quand on parle même de vision pour un pays, quand je vais parler de vision, moi, ma vision peut-être, c'est de dire qu'au lieu de vendre Togo Télécom, qui florissait à des étrangers, au lieu de vendre la nouvelle société cotonnière du Togo à des étrangers, on aurait pu faire une capitalisation en interne pour avoir un actionnariat togolais autour de ces projets. C'est possible. Des Togolais peuvent investir dans ces sociétés. Et ils vont investir si on leur montre des garanties que quelqu'un ne va pas comme quelqu'un qui a pris les gens de péage, après il s'est déclaré en faillite et personne ne lui a rien fait. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent amener aujourd'hui à rassurer le Togolais lui-même avant d'aller de l'avant. Vous prenez la BTCI aujourd'hui qui est confiée à un étranger. Vous pensez que des Togolais n'ont pas les moyens de prendre cette banque et d'être sûr qu'un Togolais peut être mis devant cette banque et s'il fait mal, il sera sanctionné comme cela se doit. Vous savez, c'est un peu cette réalité. Le chef de l'État parlait d'une minorité.
C'est lui qui en a parlé. Mais depuis, il ne fait rien. Et c'est ça le Togolais voit. Et donc, on a beau créer tous les ministères, on a beau créer tous les concepts. C'est comme ce concept de protecteur du citoyen qu'on est en train de mettre dans la nouvelle constitution. Soyons sincères. Moi, vous attendez de moi de croire à un protecteur du citoyen dont la désignation même me pose problème. Vous attendez de moi de croire que celui qui a été l'avocat du Togo à la Cour de justice de la CEDEAO dans les cas de violation des droits de l'homme devienne président de la Commission nationale des droits de l'homme et je vais croire en la CNDH? Non. Il y a des choses qu'il faut voir et comprendre. Et tant que la vision n'est pas claire et que les gens ont l'impression qu'on s'accroche et on trouve des subterfuges juste pour se maintenir au pouvoir, ça ne peut pas aller. Vous avez beau apporter Tony Blair, Dominique Strauss-Kahn, ils vont juste prendre leur per diem et partir. Parce que le fondement même a des problèmes. Vous amenez n'importe quel expert, il va échouer. Vous avez vu l'OTR, on a amené ce Rwandais, Canado-Rwandais ici. Il a déguerpi. Et depuis cette institution là-bas, gérée par les mêmes qu'on critiquait à l'époque, et on est rentré dans une affaire de, comment ils appellent ça, des intérimaires qui n'en finissent pas. Donc, c'est vraiment une question de fondement et de vision, qui vraiment doit relancer ce pays. Alors, face à tout cela et ces enjeux, quels sont les portefeuilles clés à privilégier dans le prochain gouvernement? Alors, selon vos analyses? Selon mes analyses, et si je suis le discours gouvernemental, je pense que depuis 2015, on se cherche dans le mandat social. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment un portefeuille qui soit axé sur le social et l'appui aux couches les plus vulnérables. Il faut arriver aujourd'hui à ce qu'à travers les financements de l'État, les gens n'aient pas l'impression que l'État les pille pour des services qu'il ne rend pas. C'est comme aujourd'hui, on est en train d'aller vers cette assurance maladie universelle. Et on voit comment est-ce que beaucoup de fonctionnaires se plaignent. On voit comment est-ce qu'on a pris l'argent de force chez les gens. Donc, il faut aujourd'hui un ministère qui puisse être là et se projeter réellement pour dire, au Togo, nous voulons mettre en place un service social digne de ce rang. Ce qui veut dire que ce ministère doit se donner les moyens, en faisant en sorte que ce ministère puisse couvrir la santé, ce ministère puisse couvrir le rural, ce ministère puisse couvrir le développement à la base et aussi peut-être les Togolais aujourd'hui, beaucoup n'ont plus d'opportunités ou de perspectives d'emploi. Il faut aujourd'hui un ministère de l'investissement qui puisse se porter garant et aider à financer les startups, aider à financer des industriels togolais. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous produisons. Nous misons sur l'agriculture, c'est beau. Mais l'agriculture n'a de valeur ajoutée que si elle est transformée. Et malheureusement, aujourd'hui, tout ce que nous faisons, pour la plupart, n'est pas transformé. Et si elle doit être transformée, ce n'est pas des structures étrangères. Et qu'est-ce que ces structures étrangères font? Elles s'implantent, elles se mettent sous le label de la zone franche. Elles ne payent pas de taxes, rien. Elles prennent leur argent. Quand la date limite arrive, elles trouvent des artifices juridiques pour partir. Aujourd'hui, nous parlons de Lomé en tant que port en eau profonde. Nous parlons aujourd'hui de stratégie où le Mali, le Niger et le Burkina se replient sur le port de Lomé. Mais est-ce que l'argent la rentre dans les caisses du Togo? Non. Pourquoi? Parce qu'on avait donné ce port à Bolloré gratuitement. Et Bolloré, entre-temps aussi, l'a revendu à quelqu'un d'autre sans nous consulter. Donc, en réalité, ça veut dire que tous ces mécanismes qui sont là-bas ne donnent pas ce qu'il faut. Donc, aujourd'hui, pour moi, il faut arriver à s'asseoir et dire quels sont les ministères dont les portefeuilles s'entrecoupent et on les met ensemble pour créer de vrais ministères avec beaucoup de services techniques qui seront présents sur le terrain. Axé sur le social. Axé sur le social, axé sur l'investissement et le développement du capital humain togolais. Malheureusement, aujourd'hui, tous les financements, tout ce qu'il faut pour émerger en tant qu'entrepreneur au Togo, il faut être soit militant du parti UNIR ou soit leur faire régulièrement don
pour leurs activités politiques. Sinon, tu vas souffrir là-bas, simplement. On connaît beaucoup de structures qui sont mornées. Et au-delà de ça, il y a un problème aujourd'hui, la corruption. Il faut qu'on y mette... Justement, on va dire un mot là-dessus. Oui, il faut qu'on y mette tout le sérieux qu'il faut. Hier c'était justement la journée de lutte contre la corruption. Votre appréciation par rapport au classement du Togo par Transparency International, on est classé 126e Vous savez, sur 180 pays. Je dis le plus souvent que même ces classements ne se basent pas sur tous les éléments objectifs. On peut être pire que ça. Parce que c'est notre vécu. Vous pensez qu'on devrait occuper le dernier rang? Peut-être même l'après-dernier rang. Parce que en réalité, on est arrivé dans un système... Non, on est arrivé dans un système où chacun est convaincu que le petit poste qu'il a, c'est son petit précaré, où lui aussi, il doit trouver ses bitos. N'importe quoi. C'est-à-dire, il y a des valeurs simples où le Togolais, avant, pouvait te rendre un service juste avec le cœur. Personne n'est plus dans ça. Aujourd'hui, tout le monde monnaie tout. L'accès aux services. On a mis en place des mesures, tout ça. Les gens continuent pas à innover. Et dans la corruption, moi je dis le plus souvent aux gens que la corruption, elle est parfois visible. Moi je connais les fonctionnaires de ce pays. Je vais citer personne. Mais quand je vois leur réalisation, quand je vois leurs biens, je suis désolé, vous me mettez à la tête de cette agence, je ne suis pas intéressé au passage, je vais leur rendre visite et leur demander de m'expliquer comment est-ce qu'ils en sont arrivés là. Et malheureusement, qui sont ces gens? C'est les gens les plus actifs dans le soutien au chef de l'État. Et donc finalement, personne ne peut avoir le courage d'aller vers eux. Et pourquoi? Parce que les gens, il y a une certaine impunité. Et tant qu'il y a l'impunité, la corruption, vous savez, des fois, quand j'écoute par exemple des gens dire qu'il faut ramener l'éducation morale à l'école, que les enfants d'aujourd'hui n'apprennent. Je dis, mais nous qui avons eu ça à l'école, là, nous donnons quel exemple aujourd'hui même? C'est ça le fond du problème. Nous avons une génération de prédateurs qui est plus dangereuse que la précédente. Avant, les gens volaient avec crainte. Aujourd'hui, on vole de façon ostentatoire et on défie quiconque ose en parler. On est arrivé à un niveau où toutes les valeurs sont perdues au point où c'est les gens qui volent, on est content parce qu'il a volé, il nous a donné un peu, on se dit que bon, au moins lui il est gentil. Et celui qui souffre à la sueur de son front pour avoir son argent, quand il ne donne pas, on dit lui il est avare. Et pire, dans ce pays, on a tout mis sur le dos de l'opposition. Quand quelque chose ne va pas, on dit que c'est la faute de l'opposition. Quand on dit qu'il n'y a pas de route, on dit que l'opposition aussi peut aller aménager des routes. Au nom de quoi? Nous payons des impôts. Tout ce que nous faisons, on prélève la TVA sur tout ce que nous avons comme transaction. Malheureusement, on n'a pas vu le temps passer. On devra rendre l'antenne. Merci à vous, El Hadj Mohamed Madi Diabakete. Vous êtes politologue essayiste. Le débat de Dana FM se referme ici. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à Nestor Glo pour la complicité technique au micro. Je suis Émile Sanvi. Très bonne suite des programmes de votre radio. Merci.